Bienvenue dans Brise. Je m'appelle Claudia Rendivillo, votre hôte, et ici, on décrypte, dédramatise, on parle haut et fort et sans tabou de santé mentale au travail. Chaque mois, vous retrouverez des personnes parlant de leur vécu de la santé mentale, des professionnels du monde de la santé, et enfin, des dirigeants et autres acteurs du monde du travail. Ici, on parle de santé mentale au travail et on vous montre que ça marche. Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode de Brise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gaëlle pour parler de santé mentale dans l'humanitaire. Donc, bonjour Gaëlle. Bonjour Claudia, ravie d'être là. Merci, on est ravis et je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Donc on a beaucoup de choses à discuter ensemble. On a déjà préparé ensemble cet entretien. Donc l'idée, c'est peut-être pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et expliquer ton parcours en quelques mots? Oui, bien sûr. Je m'appelle Gaëlle Figuera, je suis une ancienne humanitaire. J'ai travaillé 8 ans dans ce secteur, d'abord 2 ans comme volontaire auprès de petites associations au Brésil et en Inde notamment, et ensuite comme salariée d'une ONG internationale, et principalement basée sur des pays d'Afrique de l'Ouest, donc le Tchad, la Mauritanie, le Burkina Faso et le Maroc. Et j'ai eu l'occasion de travailler sur des secteurs d'activité, ou en tout cas des secteurs d'intervention plutôt variés, qui allaient de vraiment l'urgence auprès de réfugiés à plutôt le renforcement de capacités économiques ou le soutien aux droits des femmes notamment, et à des postes de chargé de projet et ensuite jusqu'à chargé de programme et responsable de programme, qui m'a permis d'avoir un panel de responsabilités et de management aussi assez variés et assez différents. Et donc voilà. Et en 2018, j'ai terminé ma dernière mission en décembre 2018 au Maroc. Et j'ai pris un temps de pause, de réflexion, et je me suis lancée dans l'aventure de l'auto-entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je travaille comme coach et j'accompagne les humanitaires qui seraient en situation de déséquilibre dans leur engagement, pour les aider justement à retrouver un équilibre entre leur profession et leur bien-être plus personnel et familial, ou en tout cas en dehors de leur profession. D'accord. Ok. Bon, merci pour cette présentation assez complète et concise à la fois. Et justement, comme tu parlais de cette date de 2018, qu'est-ce qui t'a poussé justement à changer de voie en fait? Ok. Alors moi, dans mon parcours, en fait, dans les 3 dernières années de mon parcours, plus ou moins, j'ai eu à 2 reprises des situations où je me suis sentie perdre pied dans mon travail. Et je ne suis pas allée jusqu'à des situations de burn-out, mais je sentais qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. Il y avait beaucoup de stress, beaucoup de fatigue et un peu de lassitude aussi dans ce que je faisais. Et la première fois que ça s'est présenté à moi, j'ai pris la décision de réaliser un rêve qui me tenait à cœur déjà depuis mes études, qui était de partir en voyage. Et donc j'ai posé un congé sabbatique et je suis partie 1 an de mi-2016 à mi-2017. Et ça a été vraiment très, très chouette. J'ai beaucoup appris sur moi et sur le monde grâce à ce voyage. Et quand je suis revenue de ce congé et que j'ai repris le poste qui m'a été proposé à l'époque, voilà, déjà se remettre dans le mouvement professionnel après 1 an de pause, ça a demandé un peu d'adaptation. Et puis au bout de quelques mois, j'ai senti qu'à nouveau, je retombais dans certains travers en termes de gestion du stress ou de gestion de mon volume de travail, etc. Et là, plutôt que de me laisser à nouveau happer par ce truc ou de à nouveau faire une pause et de m'extraire de la situation, j'ai plutôt pris le parti de me dire, je vais voir ce qu'il y a à faire et je vais me faire accompagner pour ça. Et donc, c'est à cette période-là, donc c'était plus ou moins, je pense, mars ou avril 2018, j'ai décidé de recourir à un coaching individuel avec une coach que je connaissais déjà avant. Et voilà, et du coup, ça m'a beaucoup aidé à mieux comprendre mes fonctionnements par rapport à comment se passait mon travail et quels étaient aussi mes besoins, mes niveaux d'exigence, et mieux comprendre aussi certains mécanismes que je pouvais parfois mettre en place et qui me desservaient d'une certaine façon dans mon travail.
Mmh. D'accord. OK, donc une année, stratégique en tout cas pour Voilà, toi, c'est ça. une année à tournant, pour Exactement. 2018. Exactement. OK. Ouais, donc merci en tout cas, pour cette première présentation et entrée en matière et justement, alors revenons à ce donc dans ton parcours, à ce parcours qui est vraiment marqué par l'humanitaire, hein, Oui. vu que tu as eu, finalement plusieurs types de postes et tu as exercé dans plusieurs types de structures finalement, dans ce secteur-là. Et justement dans la manière de préparer en tout cas nos échanges, tu m'avais fait part du fait que, bah, le milieu humanitaire est particulièrement, en tout cas, exposé, Mmh. en termes de, fragilisation de la santé mentale, en fait, de ceux qui y exercent. Donc j'avais envie de te poser la question, bah, quel constat justement tu as pu faire ou tu portes enfin, ou quel regard tu portes aujourd'hui? Toi maintenant qui, du coup, depuis 3 ans, est plutôt dans l'accompagnement en Mmh. fait des personnes qui travaillent dans ces secteurs-là et voilà, tu as l'avantage d'avoir cette double casquette, d'avoir aussi eu ta propre expérience. Donc est-ce que tu peux nous dire un peu plus de voilà, qu'est-ce qui se passe dans ce secteur-là et qu'est-ce qui, le caractérise un petit peu, sur ce sujet de la santé mentale? OK. Alors, le constat que j'ai fait à l'époque, quand j'étais en poste, en mission et après j'ai eu l'occasion de travailler autant sur, les terrains d'intervention, mais aussi au niveau du siège de l'ONG avec laquelle je travaillais. Donc j'ai pu voir un peu les 2 faces finalement et les 2 côtés de cette profession et ce que je remarquais, c'est qu'il y avait vraiment une tendance à l'engagement et qui est finalement aussi la base d'un travail dans ce secteur-là. Mais au fur et à mesure, ça devenait même du surengagement et il y avait vraiment ce truc il faut faire plus, toujours plus et c'était vraiment quelque chose de finalement très stressant et qui, au fur et à mesure, rajoutait aussi du stress au stress quotidien d'un «travail» entre guillemets et donc le constat à l'époque, c'était on n'avait pas ou peu de prise de recul par rapport à, là, on sait peut-être trop ou pas assez, donc peut-être se réguler en termes d'engagement individuel, mais aussi collectif parfois et aussi peut-être au niveau des demandes qui pouvaient venir, des responsables ou des sièges de Mmh. l'ONG et cetera et le constat aussi, c'était que, parler de comment on se sentait dans son travail, dans son quotidien, ça arrivait de le faire autour d'un verre avec ses collègues et cetera, mais parler vraiment, vraiment de comment ça va mentalement, psychologiquement, émotionnellement, c'était plus compliqué et c'était un peu plus tabou aussi et il y avait vachement cette idée et cette image que, si on se sent pas bien dans ce secteur-là, c'est que entre guillemets «c'est pas fait pour nous», quoi et et c'était parfois, déstabilisant parce qu'il y avait cette tendance et il y a toujours un peu cette tendance, malheureusement, j'ai l'impression, de se dire le burn-out, c'est un passage obligé quasiment pour les humanitaires. C'était même un peu une private joke, de Mmh. dire, «Ben, je suis cramée à la fin de ma mission, mais c'est pas grave, je rentre un temps et je reviens», en fait. Mmh. Alors qu'en soi, c'est pas normal que ce soit un passage obligé. Ça ne devrait pas être un passage obligé de s'engager pour les autres et de se perdre en chemin et de se fragiliser en chemin et de tomber finalement à terre parce qu'on n'arrive pas à prendre suffisamment de recul et de repos pour bien faire son travail. Mmh. Donc ça, c'est le constat que j'avais un peu fait à l'époque et dans mon parcours, quand moi après voilà, j'ai quand même eu la chance finalement d'être assez bien entourée quand j'étais en mission, que ce soit par mes collègues, par mes responsables, qui étaient toujours très à l'écoute et qui m'ont quand même beaucoup soutenue. Mais dans mon entourage, il pouvait y avoir des situations beaucoup plus compliquées, avec des situations d'incompréhension ou de rejet, quand une personne osait dire ce qui se passait pour elle ou ce qu'elle, ressentait. Et donc il y avait aussi cette, peur finalement que si on parle, on est stigmatisé comme fragile, comme faible, comme trop vulnérable ou trop sensible et potentiellement, qu'on sera mal vu, par, notre hiérarchie ou par les ressources humaines et donc voilà, ça c'était quand même assez déstabilisant et puis, il y avait vachement ce truc autour du don de soi et du sacrifice de soi qui parfois va à un niveau beaucoup trop loin finalement et où là on tombe, à nouveau dans, totalement s'oublier pour,
aider les autres et on oublie de s'aider soi. Et moi, ce qui a été aussi un déclic dans mon parcours, c'est que pendant ma dernière mission au Maroc, je travaillais avec des associations qui sont engagées dans les droits des femmes au Maroc et dans l'égalité hommes-femmes, etc. Et une femme d'une association, un jour, au cours d'un atelier, a vraiment finalement déposer quelque chose qui a parlé à tout le monde. C'était on s'engage depuis 15 ans, 20 ans pour les femmes, pour leurs familles, pour leurs enfants, etc. Et on s'occupe d'elles et nous qui s'occupent de nous. Et c'est un peu à ce moment-là qu'il y a eu comme une petite graine qui s'est plantée dans ma tête et je me suis dit, mais c'est vrai, elle a raison, nous on s'occupe des autres et en fait en retour, est-ce qu'on s'occupe suffisamment de nous et est-ce qu'on prend du recul et est-ce qu'on finalement on tend la main aussi pour demander du soutien si on en a besoin. Et le constat, ça a été que c'est très difficile de le faire. Et aujourd'hui, 3 ans après avoir moi lancé mon activité, ce constat est un peu en train d'évoluer, heureusement. Il y a de plus en plus de gens qui osent parler, qui osent ouvrir la parole, et notamment des anciens humanitaires comme moi qui font le constat, malheureusement, en étant parfois passés par une étape de burn-out, parfois pas forcément, mais qui voient que le secteur pourrait s'améliorer sur cet aspect-là et qui aujourd'hui se sont eux aussi reconvertis dans l'accompagnement d'une façon ou d'une autre pour aider les humanitaires à mieux vivre leur engagement et à mieux vivre leur profession au quotidien. Donc voilà, ça a bougé, c'est en train de bouger, ça reste encore assez lent, mais il y a quand même des bonnes perspectives qui sont là, quoi. D'accord, donc il y a des signaux en tout cas d'amélioration progressive qui sont encourageants en tout cas. Exact. Ok, ouais, non, c'est intéressant en tout cas ce que tu nous partages parce que finalement tu as donné déjà quelques éléments, mais j'avais aussi envie de te poser la question de, à ton avis, justement, pourquoi c'est tabou, finalement, au-delà de dire de comment on se sent réellement. Mine de rien, j'ai l'impression que, dans ce qu'on s'est dit aussi pour préparer cet échange, c'est que c'est tabou aussi tout court de parler de santé mentale, en fait, que ce soit à tous les niveaux. Donc, selon toi, du coup, qu'est-ce qui fait que c'est tabou dans ce secteur-là en particulier ? Oui, au-delà du fait que c'est encore largement tabou de parler de santé mentale dans notre société, il y a aussi le fait que c'est tabou de parler de santé mentale dans le milieu du travail. Et aussi après, en fonction des milieux culturels, ça peut être aussi différent. Et c'est vrai que les humanitaires, on a cette chance d'un côté de pouvoir travailler dans des environnements culturels très riches. Et en même temps, on est confronté aussi à des situations très différentes, très parfois compliquées, très volatiles, etc. Et qui fait que parfois, on n'ose peut-être pas parler de sa propre santé mentale parce que en face, les communautés auprès desquelles on intervient, les réfugiés, si c'est un projet avec des réfugiés, ou les personnes qui, en tout cas, qui bénéficient des interventions de l'ONG, entre guillemets, sont plus à plaindre. Et il y a un peu ce côté de... ça serait égoïste de dire qu'on n'est pas bien, qu'on doit faire une pause ou quoi que ce soit d'autre, parce que à côté, il y a encore pire que nous, entre guillemets. Et ensuite, ça revient un peu au don de soi et du sacrifice dont je parlais tout à l'heure, et un peu de cette image de super-héros, de super-héroïne, quand on s'engage dans un secteur comme celui-ci, où en soi, on est censé être infaillible et infatigable peut-être, sauf que en soi, on continue à être des humains, et du coup, c'est normal à un moment ou à un autre d'avoir besoin et même de prendre ce temps-là avant d'avoir besoin de faire une pause. Donc voilà, et peut-être un autre élément qui est déjà peut-être en lien avec ce que je disais déjà, c'est ce côté de regard des autres par rapport à si on en parle ouvertement, qu'est-ce que vont dire nos collègues, notre hiérarchie, etc. Et voilà, et après, c'est plus une question aussi de confiance en soi, dans se dire, j'ai le droit de rapporter ce qui se passe pour moi, et si je ne me le sens pas en confiance de le faire en interne,
je vais voir quelqu'un d'autre en externe, un professionnel ou autre, ou même tout simplement d'en parler en dehors de ce secteur-là si on ressent le besoin, tout en sachant que finalement, très souvent, quand on ouvre la parole entre pairs, donc entre personnes du même secteur, bien souvent, quand on est loin du côté plus redevabilité auprès d'un employeur ou de sa mission en tant que telle, si on enlève les casquettes et les obligations, très souvent, au final, les gens se retrouvent dans les expériences, dans les ressentis. Et dans les propositions que j'ai faites récemment, dans les dernières années, ça a été de proposer des espaces de parole. Et très souvent, les gens se disent, mais en fait, ça fait tellement de bien d'entendre que d'autres sont passés par la même chose, ont vécu, ressenti les mêmes choses. Donc voilà, en fait, c'est juste oser ouvrir la parole et se dire que si en face, on n'est pas reçu à la juste valeur de ce qu'on dépose, entre guillemets, c'est pas nous le problème. C'est l'espace dans lequel on le dépose qui reste un problème. Donc après, bon, ça va encore à d'autres éléments, mais voilà plus ou moins ce qui me vient sur cette question. Ok. Ah, c'est très intéressant ce que tu avances parce que finalement, dans ce que tu as dit sur ces différents aspects qui sont tabous, c'est parce qu'en fait, finalement, ça touche aux représentations, finalement, qui sont valorisées ou qu'on pense, enfin, ou ces représentations auxquelles on pense devoir se conformer. Donc il y a cette notion que, comme tu le disais, d'égoïsme, serait égoïste finalement parce qu'il y a pire que nous. Il y a ce côté effectivement, on se doit d'être infaillible parce que justement pour être en soutien des bénéficiaires finalement. Et puis ce regard des autres effectivement que tu as aussi souligné sur le fait de si on sort aussi un peu de la ligne de conduite qui est valorisée, qu'est-ce qui va se passer pour nous? Et donc, au-delà de tous ces éléments-là, en fait, finalement, j'ai l'impression que ces représentations-là, elles isolent énormément, en fait. Et le fait que tu aies souligné le fait que dans tes interventions aussi, enfin, dans ce que tu proposes aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, c'est justement de réouvrir des espaces de parole là où, en fait, finalement, ces représentations et les expériences que chacun mène de son côté, si on n'ouvre pas cette parole-là, en fait, chacun se retrouve complètement isolé avec ses difficultés, n'ose pas en parler, ne sait pas à qui en parler, même si effectivement, tu le soulignais, il y a le recours possible aux personnes à l'extérieur. Mais bon, faut oser faire le pas aussi vers ces personnes extérieures. Ça demande quand même aussi une certaine reconnaissance sur sa vulnérabilité que l'on vit, quoi. Donc, justement aussi dans ce qu'on avait travaillé ensemble et dans ce qu'on avait discuté ensemble, euh, ça va peut-être un peu de pair, ou enfin, c'est pas complètement la même chose avec cette notion d'isolement que j'ai avancée à l'instant, mais il y a, tu m'avais fait part aussi du fait que même en tant qu'humanitaire, enfin, quand on travaille donc sur le terrain en mission, il y a aussi ce qu'on peut appeler le syndrome de fatigue de compassion qui peut se manifester. Donc ça, je pense que c'est intéressant qu'on puisse s'arrêter un petit peu sur cette notion-là et pour voir un petit peu ce que ça recouvre. Donc est-ce que tu pourrais expliquer en quelques mots, voilà, ce que c'est et comment ça s'est manifesté pour toi? Comment éventuellement pour toi dans ta propre expérience ou comment, éventuellement tu le vois chez les personnes, aujourd'hui que tu accompagnes? Oui, bien sûr. Oui, en effet, la fatigue de compassion, c'est un état qui est très fréquent et qui se retrouve beaucoup dans tout ce qui est métier de l'aide de manière générale, que ce soit le médical, le psychosocial et donc l'humanitaire, où on est en lien avec des personnes, en contact en fait avec des personnes, et malheureusement en contact aussi avec des réalités, des situations qui sont parfois très compliquées à vivre pour les personnes qui les vivent, mais à nous aussi compliquées à nous aussi d'entendre finalement d'une certaine façon et de voir, même si on n'est pas directement impliqué. Et ça, avant de répondre plus en détail à cette définition de la fatigue de compassion ou comment ça se présente, j'avais envie un peu de revenir sur quels sont les facteurs de stress dans l'humanitaire. Parce qu'il y a vraiment une réalité, en fait, qui
qui est assez spécifique pour moi, en tout cas de mon expérience et de ce que je vois encore aujourd'hui avec les gens que j'accompagne, c'est que très souvent, les facteurs de stress sont assez basiques, entre guillemets. C'est très souvent la charge de travail, les horaires de travail, cette responsabilité qu'on se donne et qu'on reçoit aussi quand on est en poste, d'être responsable de vie humaine dans certains cas, quand on est sur des projets médicaux ou des projets pour fournir de l'eau, pour aménager des sanitaires, etc. Donc c'est quand même une responsabilité qui est vraie et très importante. Et ça peut aussi nous mettre une certaine pression de se dire si je fais pas bien mon travail ou si je le fais pas comme on attend que ça se fasse, potentiellement des vies sont en jeu en fait. Donc il y a ça aussi qui est un facteur de stress. Et puis lié à ça, il y a parfois aussi des adjectifs des objectifs qui sont définis, qui peuvent paraître inatteignables en fait. Même si on parle dans notre jargon humanitaire d'objectifs SMART, les fameux objectifs dont on parle dans, j'imagine, tout secteur où on parle de gestion de projet, bien souvent le côté atteignable est pas si facile que ça. Parce que derrière, il y a un enjeu humain, il y a un enjeu social, il y a un enjeu économique, parfois sociétal, etc. Donc voilà. Et un autre élément qui induit le stress aussi, c'est la situation, ou en tout cas l'environnement de travail, quand les humanitaires sont sur des terrains d'intervention compliqués, en période, par exemple, de conflits armés ou de catastrophes naturelles ou d'extrême pauvreté, ou sont confrontés à des violences, soit eux-mêmes parfois confrontés à aussi des violences ou des situations avec des groupes armés qui kidnappent, qui agressent ou qui volent, etc. Donc c'est quand même des quotidiens qui sont très particulièrement stressants et qui peuvent, à un moment ou à un autre, aller aussi vers un peu un traumatisme aussi. Et puis, d'autres éléments de stress, ça peut être aussi le côté sécurité qui est nécessaire et qui est tout à fait pertinent quand on intervient dans des zones compliquées et quand en plus une ONG est responsable de la sécurité de ses employés et de la sécurité des personnes qui bénéficient des projets. Mais souvent, il y a aussi ce truc de... les règles de sécurité sont quand même assez lourdes, assez contraignantes et ont un impact sur la liberté aussi, finalement, de l'individu. Et il y a certaines choses qu'on ferait, par exemple, en France, qu'on ne pourra jamais faire sur un terrain d'intervention au Tchad ou en RDC ou dans un autre pays un peu plus compliqué en termes de sécurité. Et ensuite, même en étant sur un poste au siège, ces mêmes éléments-là de stress peuvent aussi se retrouver, moins sur le côté contexte, bien sûr, mais sur le côté volume de travail, objectif inatteignable, horaire, on va dire un peu à rallonge, où on travaille chez soi le soir, où on travaille chez soi le week-end, etc., où il n'y a pas vraiment de coupure. Et donc cette accumulation peut aussi vraiment accentuer ce stress. Et quand on rajoute tout ce stress au stress que c'est de recevoir des histoires de vie douloureuses, compliquées, violentes, etc. Là, on peut arriver à cette fatigue de compassion qui va du coup être une accumulation de stress et une accumulation de contraintes stressantes, en fait, aussi. Et liées à ces différents facteurs dont je viens de parler et qui vont finalement confronter la personne à avoir une espèce de saturation face à ce qu'elle reçoit et ce qu'elle est capable de recevoir aussi, parce qu'en soi, à un moment, moralement, psychologiquement, émotionnellement, on peut avoir toute l'empathie du monde et toute la bonne volonté du monde et toute la notion du monde. Comme je disais tout à l'heure, on reste humain et à un moment, c'est trop pour sa propre limite, entre guillemets. Et là, on peut tomber dans cette fatigue de compassion qui est de se détacher, en fait, de ce qui se passe, de la réalité de ce qui se passe, des autres, etc. Et de se retrouver un peu hermétique à ce qui se passe, d'être parfois un peu moins sensible à ce qui se passe, de parfois aussi être moins empathique ou d'aller dans une forme de cynisme qui peut un peu poser question et qui, finalement, si on va beaucoup plus loin encore et qu'on laisse s'installer cette fatigue de compassion,
c'est quand même un peu un des prémices pour aller vers un burn-out et un épuisement professionnel par la suite. Et dans ce que j'ai pu observer dans le secteur et puis avec les personnes que j'ai eu l'occasion d'accompagner, très souvent, les personnes qui malheureusement en arrivent à un burn-out, un épuisement professionnel, sont passées par de la fatigue de compassion à un moment ou à un autre. Et c'est voilà, du coup, ils sont très proches. Ces deux situations sont très proches et on peut finalement aller de l'un à l'autre si on n'a pas ce recul suffisant pour se dire, ben là, à un moment ou à un autre, c'est pas normal, entre guillemets, d'avoir ce genre de réaction-là. Oui. Voilà. Ouais, bah merci en tout cas pour cette explication très claire et justement comme tu le soulignes à l'instant, il y a effectivement en fait des sortes de critères, enfin des grandes catégories qui se confondent avec entre le burn-out et le syndrome de fatigue de compassion où effectivement on retrouve ce cynisme finalement dans Mm. les deux. C'est ce côté, de toute façon, enfin, je caricature, hein, mais c'est en gros une personne qui va dire, «Bah, non, bah, de toute façon, ça sert à rien que j'accompagne celui-là parce que de toute façon, c'est foutu». Mm. Enfin, voilà, pour donner un exemple concret de, voilà, comment on peut penser et éventuellement interagir avec ses collègues, quand on est dans ce genre de situation. Ouais. Donc effectivement, ça fait partie, ouais, tout à fait des points communs, qu'il y a avec le burn-out et justement après donc il y a ce syndrome de fatigue de compassion qui du coup, bah, se retrouve dans ce secteur-là puisqu'on est dans l'accompagnement en fait Mhm. de l'humain, enfin donc ça peut être le cas aussi chez les soignants, et bien d'autres secteurs. Est-ce que tu as repéré d'autres symptômes ou d'autres maladies courantes dans ce milieu? Alors on évoque à l'instant le burn-out, est-ce qu'il y en a d'autres aussi que toi tu as Ouais. repérés? Ouais. Alors oui, en effet, le burn-out, on en a déjà pas mal parlé, mais c'est vrai que c'est un mal ou enfin une maladie ou en tout cas un trouble qui est très présent dans ce secteur-là et qui, comme dans tout secteur, la personne qui en est victime ou qui en souffre ne s'en rend pas forcément compte. Et c'est bien souvent à un moment où il y a une vraie rupture, une vraie cassure que là, il y a des choses qui sautent un peu plus aux yeux et la personne soit se met en arrêt maladie ou soit demande à partir tout simplement. Et voilà. Et au-delà de ça, les autres manifestations qui peuvent se présenter, c'est ce qu'on appelle le trouble de stress post-traumatique, pardon, qui est lié un petit peu aussi à l'accumulation de tout ce que j'ai dit juste avant. C'est que au bout d'un moment, quand on est confronté à beaucoup de choses très dures à vivre au quotidien pour soi, mais aussi pour les autres, qu'on est voilà, soi-même victime peut-être d'agressions ou de violences. Dans mon entourage, j'ai quelques personnes qui ont, en tant qu'humanitaires, ont été directement ciblées par soit des attaques armées, soit des agressions ou des violences sexuelles. Et voilà, et donc là, c'est déjà un premier événement très traumatique que la personne vit. En plus, si c'est sur le terrain, elle est loin de ses proches, elle est loin de son environnement de repères habituel. Et en plus, elle est normalement représentante d'une ONG, d'une structure. Et il y a aussi parfois cette difficulté à se dire ça m'est arrivé et je dois en parler. Et il y a parfois cette tendance à nouveau à revenir, il y a pire que moi, etc. Donc, je vais pas forcément en parler. Donc ça peut être quelque chose. Et puis, ça peut être aussi des situations où des checkpoints à répétition dans une zone de conflit qui parfois se passent plus ou moins bien parce que la personne qui fait le checkpoint est armée, peut être violent dans ses mots, dans ses paroles, etc. Des situations de kidnapping ou d'intrusion dans un bureau, parfois de nuit, parce que un groupe armé a décidé qu'il voulait voler, je sais pas, une voiture ou des ordinateurs, etc. Donc ça, c'est quand même des situations qui, mises bout à bout, quand les personnes les vivent directement, c'est déjà très traumatique, très traumatisant. Et quand en plus, il y a cette association de fatigue, de compassion, parce qu'elles ont entendu, vu beaucoup de choses chez les autres, chez les bénéficiaires et dans l'environnement dans lequel elles travaillent, ça peut vraiment rajouter encore plus à ce poids finalement psychologique qui s'installe. Et la
particularité avec le stress post-traumatique, c'est que, comme on dit, c'est post-traumatique. Donc bien souvent, sur le moment de l'événement, on va observer que c'est pas normal, que c'est stressant, que voilà, mais on se dit bon, ça va passer, je vais prendre un peu de repos. En général, quand il y a des événements comme ça de sécurité sur le terrain, il y a tout un processus, comme je disais tout à l'heure, les règles de sécurité, qui fait que les personnes sont rapatriées si elles sont pas dans leur pays, ou en tout cas elles sont prises en charge d'une certaine façon. S'il y a un besoin exprimé, beaucoup d'ONG mettent quand même à disposition les services d'un psychologue pour que la personne puisse aussi expliquer ce qui s'est passé, en parler, etc. Sauf que bien souvent, en fait, le stress post-traumatique, il se déclenche beaucoup plus tard, en fait, que la période où s'est passé l'événement. Et bien souvent, c'est parfois plusieurs années après qu'un stress post-traumatique se déclenche. Et donc, dans ce cas-là, la personne, parfois, elle ne fait pas le lien entre ce qu'elle a vécu au cours de 5, 10 ans, 15 ans peut-être d'humanitaire, et peut-être des cauchemars qu'elle fait à répétition 10 ans plus tard, ou des troubles du sommeil, ou de l'alimentation, ou une tendance à tomber dans l'addiction d'alcool, de drogue, etc. Et donc voilà, il y a cette différence ou cette distance finalement entre l'événement qui se produit et peut-être la série d'événements qui peuvent se produire malheureusement parfois et le déclenchement d'un syndrome de stress post-traumatique. Et bien souvent, la personne qui ose parler de tout ça après coup, si ça fait 10 ans par exemple qu'elle n'est plus en poste avec une ONG ou qu'elle n'est même plus dans ce secteur-là, c'est à qui j'en parle, qui est responsable, entre guillemets, de ce qui m'est arrivé, etc. Donc ça peut aussi compliquer les choses et rendre encore plus difficile la guérison, en fait, d'un stress post-traumatique. Ouais. Merci en tout cas pour ce focus très complet sur ce point, hein, et merci d'avoir donné des exemples aussi concrets parce que en fait, voilà, en fonction des personnes qui nous écoutent, surtout dans le milieu humanitaire, enfin voilà, on n'a pas forcément des représentations précises. Et puis en fait, quand on est, voilà, quand on habite, je sais pas, en France et qu'on n'est pas appelé à aller sur le terrain, voilà, on peut penser, voilà, catastrophe naturelle, ce qui est aussi le cas, hein, bien sûr, ça peut en faire partie. On peut penser à attaques terroristes aussi, où en fait finalement il y a ce point commun avec les conflits armés de l'extrême violence aussi. Donc finalement c'est ça, c'est que le stress post-traumatique aussi recouvre vraiment une variété de situations. Et puis aussi, je voulais peut-être rajouter un point enfin rebondir par rapport à ce que tu disais, c'est que il y a effectivement cette durée qui est complètement aléatoire en fait selon les personnes. Oui. Ça peut être effectivement plusieurs années après, plusieurs mois, et enfin il n'y a pas de règle du tout. Et surtout aussi, ce qui fait traumatisme pour une personne ne va pas forcément Effectivement. faire traumatisme pour l'autre. Exact. Donc même des personnes qui ont vécu une même situation, parce que c'est pas les mêmes personnes, ils n'ont pas les mêmes ressources, pas les mêmes, rien du tout, parce qu'on est tous des individus uniques. Voilà, ça peut aussi jouer. Mais c'est vrai que moi, ce qui me frappe, en tout cas dans ce que tu nous partages ici, c'est le fait que justement, même des années après, les personnes se retrouvent, comme elles sont plus dans l'organisation, même démunies pour savoir en fait à qui en parler, quoi. Et c'est là où je pense que ça pose les questions aussi de qu'est-ce qu'on peut conseiller à ces personnes, voilà, qui se sentent dans ce cas de figure-là, ou qui ont des émergences en fait, effectivement, soit de cauchemars, ça peut être aussi de sensations, hein, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent déclencher le souvenir. Ça peut être parfois des stimuli visuels, ça peut être auditif, ça peut être une odeur. Enfin voilà, c'est vraiment le cerveau, il engrange un maximum d'informations dans ces moments-là. Et voilà, ça ressort un peu de manière complètement aléatoire. Mais justement, peut-être que... Est-ce que tu as des ressources ou des conseils à partager aux personnes, alors effectivement qui pourraient se retrouver dans ce que tu décris, et ce qui est relatif au syndrome de stress post-traumatique, mais aussi, voilà, surtout ce qu'on a évoqué, syndrome de fatigue de compassion, burn-out, ou même juste des personnes, voilà, qui se sentent au bout du rouleau, mais qui savent pas trop. Enfin voilà, c'est parce que c'est difficile aussi de repérer parfois les signaux faibles en fait. Bien sûr. Ouais, en effet, comme je le disais déjà tout à l'heure, bien souvent, nous, quand on est dans ce genre de
de situations, on ne se rend pas compte, en fait, qu'on est en burn-out ou qu'on est dans une situation qui va au-delà aussi de nos capacités personnelles, en fait, pour gérer ce qui se passe. Et donc, la première chose, j'en ai déjà parlé, mais c'est tout simplement d'oser en parler, d'oser le dire, d'oser le dire à des personnes aussi en qui on a confiance, bien sûr, de se créer finalement aussi un environnement de soutien, que ce soit un collègue de sa structure ou peut-être d'une autre structure, mais qui connaît le milieu, qui pourra potentiellement aussi se retrouver, ou en tout cas lui dire, mais oui, c'est normal, ou oui, ça m'est arrivé, ou oui, je connais quelqu'un à qui ça est arrivé, etc. Donc il y a vraiment ce besoin en fait d'ouvrir la parole et de déstigmatiser aussi la parole qui peut être liée à tout ça. Donc ça serait un premier point. Et puis après aussi, c'est dans son quotidien essayer de mettre en place le plus possible des bonnes pratiques finalement de gestion du stress ou de gestion des émotions, même si le mot gestion d'émotions, gestion du stress, c'est pas forcément le mot le plus approprié, mais en tout cas des outils ou des bonnes pratiques pour se faire vivre le stress et les émotions plus facilement et plus sereinement, en sachant que les émotions en soi, elles peuvent être très positives aussi, et la plupart du temps, on a tendance à opposer émotions positives et négatives, alors qu'en fait, elles sont toutes utiles, les émotions. Elles juste viennent mettre en évidence qu'un de nos besoins fondamentaux n'est pas assouvi. Donc c'est aussi nous donner un message de qu'est-ce qu'on peut faire différemment pour répondre à ce besoin. Donc sur la régulation, en tout cas des émotions, du stress, moi j'ai utilisé pour moi personnellement quand je me suis fait accompagner à l'époque et depuis que je me suis formée à l'accompagnement, au coaching et puis à différentes approches, j'utilise beaucoup la régulation par la respiration. Donc ça peut être des choses très, très basiques, comme on parle aujourd'hui beaucoup d'exercices de type de cohérence cardiaque, qui va être d'inspirer et d'expirer sur le même nombre de secondes, et puis au fur et à mesure de rallonger les temps d'inspiration et les temps d'expiration. Ça permet une régulation en fait du système nerveux et qui va amener un peu plus de calme, un peu plus de tranquillité. Donc ça, c'est un premier outil. Et puis après, moi, en séance d'accompagnement, j'utilise aussi une technique qui s'appelle l'EFT. Donc c'est les initiales pour Emotional Freedom Technique, donc technique de libération émotionnelle en français. Et c'est une technique qui utilise qui a un lien en fait avec l'acupuncture ou l'acupression, parce qu'en fait on va venir tapoter sur des méridiens au niveau du visage et du corps, en même temps qu'on va répéter certains mots liés à une situation stressante ou qui génère une émotion vraiment très très vive et très intense, et qui va permettre en fait ce tapotage et ces répétitions de mots, de phrases, va permettre de faire circuler déjà l'émotion à l'intérieur de soi et l'énergie qui est associée à une émotion. Parce que l'émotion en soi, c'est une énergie qui circule dans son corps. Si on décortique entre guillemets le mot en anglais émotion, c'est emotion, donc c'est énergie en mouvement. Et donc cette pratique de l'EFT va vraiment aider aussi à réguler les énergies, à faire circuler. Et en plus, ça permet de lâcher le mental aussi, d'une certaine façon. Parce que parfois, quand on est en situation d'épuisement professionnel, etc., à un moment, notre mental, il est, entre guillemets, plus capable de vraiment rester concentré, de travailler sur du long terme, sur un sujet ou un autre. Et donc, ça peut aussi aider à faire un peu redescendre la pression que souvent on se met parfois soi-même tout seul. Donc ça, c'est des techniques que j'ai utilisées pour moi et que je continue à utiliser moi aussi dans mon quotidien et que je propose à mes accompagnés. Et ensuite, au niveau individuel, c'est aussi se donner la marge de s'organiser des temps de déconnexion, de décompression, soit seul, si on a ce besoin d'être seul, soit en étant avec d'autres, mais en tout cas en se sortant aussi de l'environnement uniquement professionnel. Parce que quand on est humanitaire en mission, très souvent, on vit dans une maison d'expatriés. Donc nos collègues, ce sont aussi nos colocs, et souvent... avec tout ce que ça implique de vie au quotidien, parfois d'habitudes différentes, d'habitudes encore plus différentes si on est d'une culture différente, etc.
Donc c'est aussi de se donner des temps où on se sort de cet environnement pour se recharger en voilà les batteries, etc. Et donc ça peut être partir faire du sport, partir faire un restaurant, aller boire un verre, etc. Dans la mesure du possible, parce que souvent, dans certaines zones d'intervention, malheureusement, en fonction du contexte et de la sécurité, c'est pas toujours évident d'avoir ce genre de loisirs ou en tout cas d'activités de coupure. Mais le plus possible, voilà, c'est en tout cas de trouver un moyen d'avoir un temps vraiment, je sais pas, par exemple, sur une semaine, de se dire, tel jour dans ma semaine, c'est un temps où je ne pense pas au travail, où potentiellement, je vais voir des collègues, mais où vraiment on parle d'autre chose. Donc ça, c'est aussi important. Et justement, si je peux me permettre, Oui. tu m'avais dit justement en préparant cette interview que ça permet aussi, le fait de mettre en place ce sas de décompression, ça permet en fait de se sortir un peu du mode urgence et réactif, quoi. En Ouais. fait, là où en fait l'humanitaire, enfin la personne en mission est toujours sur le qui-vive, à être hyper dans la réactivité parce que on est sur l'urgence. Au moins ça permet d'essayer de se concentrer sur autre chose et par là même en fait d'aider le cerveau Ouais. à se fixer sur un mode un petit peu plus détendu, C'est quoi. ça. Oui, et merci de rappeler ça. C'est vrai que cette notion d'urgence, c'est aussi quelque chose qui doit être, entre guillemets, déconstruite, en fait, dans l'humanitaire. C'est que, oui, souvent, quand on est sur une intervention, par exemple, de catastrophe naturelle, là, l'urgence, elle est palpable. Enfin voilà, il faut se dépêcher pour aller soigner les personnes qui sont peut-être sous les décombres d'un séisme, etc. Mais bien souvent, en dehors de ces moments de pic de stress et de pic d'urgence, qu'est-ce qui est urgent entre répondre aux mails de telle personne pour un document de X ou Y projet ou continuer à travailler sur un dossier qui était en train de nous prendre de l'énergie, du temps, de la concentration. Donc c'est aussi de mettre le niveau de l'urgence à sa juste place, entre guillemets, et de savoir se poser les limites à soi par rapport à ça, et de les exprimer aussi à ses collègues ou à ses responsables, etc., en disant, par exemple, le lundi matin, de telle heure à telle heure, moi j'ai besoin de temps pour travailler sur tel dossier, ne venez pas me déranger, ou en tout cas, on parle de ces autres aspects après, entre guillemets. Donc ouais, c'est important, et d'avoir vraiment cette coupure de travail pendant qu'on est en mission, et aussi quand on revient de mission. Parce que quand on est sur le terrain, où on est dans l'adrénaline aussi, quasiment H24, etc., quand on revient, si c'est par exemple, on revient en France, par exemple, il y a une phase un peu d'euphorie de dire, on retrouve les proches, les amis, la famille, etc. Et puis, une fois que les gens nous ont retrouvés, finalement, on tombe dans un quotidien où tout le monde a sa vie, son quotidien, et nous, on se retrouve un petit peu pris au dépourvu de se dire, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Et bien souvent, une des erreurs qui arrive, qui se produit chez les humanitaires, c'est qu'on a tendance à repartir tout de suite pour ne pas justement avoir ce temps de battement, ou de se dire je suis pas utile, donc il faut que je reparte. Et c'est à ce niveau-là aussi que très souvent il y a quelque chose à faire en termes individuels, c'est de se dire c'est ok, je me choisis 2 semaines, 3 semaines, et même moi j'irais même jusqu'à 2 mois, 3 mois avant de repartir en mission, pour se reposer, pour faire des activités qu'on n'a pas l'habitude ou la place de faire quand on est en mission, potentiellement aller rendre visite à des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps, ou des membres de sa famille, etc. Mais de sortir aussi du mode d'urgence de « je reviens, il faut que je reparte, je reviens, il faut que je reparte ». Alors après, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, malheureusement, les urgences, il y en a tous les jours, aux 4 coins du monde, aux 4 coins de la planète. Et en soi, malheureusement, ces interventions humanitaires, je pense qu'elles ont encore beaucoup de perspectives d'avenir devant elles. Mais c'est important que chaque individu prenne aussi sa responsabilité en se disant pour bien faire mon travail sur ma prochaine mission, j'ai besoin de me reposer et de prendre le temps suffisant avant de repartir. Donc voilà, au niveau individuel, je verrais un peu
ces grands aspects. Après, il y aurait plein d'autres choses Oui, que je bien pourrais sûr. partager. Oui, c'est ça, effectivement, c'est vraiment des bribes Ouais. et des briques de base presque pour prendre soin de soi dans ces cas-là. Et c'est vrai que finalement, ce que tu soulignes, on revient un peu à cette idée de prendre soin de soi pour ensuite pouvoir prendre soin des autres, quoi. Mm. Et en fait, visiblement, dans tout ce que tu partages, c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment intégré dans le secteur parce que on pense à égoïsme, on pense à plein de Mm. choses et qu'il faut être un peu des robots et qu'en plus voilà, il y a des sollicitations, des urgences partout tout le temps. Mais effectivement, c'est finalement ce secteur de l'humanitaire et puis aussi, enfin, j'allais dire presque la société dans laquelle on vit, où en fait tout va très vite et faudrait, en fait, on pourrait bosser tous Mm. 24 heures sur 24, hein, clairement. C'est un vrai effort à faire que de s'obliger à ralentir et à se dire, c'est pour effectivement, comme tu viens très bien de le dire, pour bien faire mon boulot, il faut que je Mm. prenne soin de moi, quoi. Effectivement. Et je trouve ça très fort ce que tu disais, enfin, sur le fait de, non, c'est pas, 10-15 jours avant de repartir sur la prochaine mission, mais c'est plutôt, se laisser 2-3 mois, quoi. Mm. Et c'est vrai que c'est pas du tout la même temporalité. Ouais. Et ça permet peut-être aussi, tu parlais, effectivement de gestion des émotions et du stress, de peut-être aussi aider le corps, le cerveau, enfin voilà, toute cette partie de nous, à mieux gérer aussi ces modes Mm. urgence-réaction et détente, un peu plus de manière fluide, quoi. Parce qu'en fait, être dans l'urgence en permanence, bah, Mais on c'est l'a un bien facteur de dit, stress bah aussi. oui, c'est un Mm. facteur de stress. Mm. Donc, finalement, ouais, c'est ça. Ça revient un peu à ce que tu disais aussi sur ce côté, j'ai bien aimé quand tu as dit, l'urgence doit être une idée, déconstruite dans l'humanitaire. Ce qui est assez fort quand même parce que c'est quand on pense humanitaire, on pense à urgence, en fait. Mm. Les 2 sont liés. Mm. Donc merci en tout cas pour, ces focus-là. Je regarde aussi dans ce qu'on s'était dit. Hem, ouais, tu t'avais parlé aussi de temps de cohésion collective aussi en dehors du travail, dans les Mm. ressources possibles. Est-ce que tu veux dire un mot dessus? Oui, c'est un peu en lien avec ce que je disais des temps de coupure. Ouais, C'est finalement de faire ces temps de coupure en collectif ouais. avec son équipe. Si on est manager, de proposer à son équipe, par exemple, je sais pas, le dimanche, d'aller faire un pique-nique ou d'aller faire une activité sportive ou autre, et d'être finalement aussi moteur de ces temps-là et pas d'être simplement en attente que ça vienne des autres. Parce que bien souvent, d'être moteur parce que nous, ça nous fait envie, on en a besoin. Mais bien souvent aussi, c'est que tout le monde n'osera pas, en fait, potentiellement le proposer. Et s'il y a quelqu'un qui commence à le proposer, peut-être que Mmh. ça va mettre en place une espèce de dynamique qui va faire que 2 semaines après ou 3 semaines après, c'est quelqu'un d'autre qui propose, etc. Et ça permet aussi de faire un lien différent entre collègues et entre de sortir de simplement parler du travail, 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 pour parler d'autres choses, de ses loisirs, de rêves, de passion, ou de sa famille, ou quoi que ce soit d'autre, et dans un cadre différent. Et quand c'est compliqué de s'organiser des sorties comme on pourrait avoir plus facilement accès ici en Europe ou dans d'autres pays occidentaux, c'est de s'organiser dans une des maisons d'expatriés pour se cuisiner un repas particulier, se faire une projection de film ou des choses comme ça, pour avoir Ouais. aussi ce temps collectif où on pense à autre chose que le travail. Oui. Ça, et ça vient du coup dans ce besoin de coupure et de décompression, même quand on est dans le vif de l'action. Et c'est vrai que là encore, j'en reviens, c'est à temporiser quand on est dans un pays d'intervention où on a, malheureusement, comme en ce moment, par exemple, sur Gaza, Mmh. c'est plus compliqué à mettre en place, peut-être, Ouais. mais toutefois, à mon sens, il y a quand même des petites choses Mmh. qu'on peut s'autoriser à faire, Oui. d'une certaine façon.
D'ailleurs, ça me fait penser à une autre question que du du coup qui vient de me venir, en tête, à savoir que justement dans des zones, des situations où en fait on ne peut pas trop sortir, Mmh. ou alors c'est vraiment, sur des temps très précis, et dans des conditions bien particulières, si on est appelé à du coup devoir rester, à l'abri en l'occurrence, qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce que toi tu as pu faire aussi, si tu as déjà été confronté à cette situation? Mmh. Alors, moi, je pense que j'ai eu de la chance finalement dans mon expérience humanitaire, c'est que je n'ai pas été confrontée Mmh. à des situations où je me suis sentie en danger en termes de sécurité et autres. Mais voilà, dans ce que j'ai pu entendre, de collègues, d'amis et puis de manière générale, plus largement dans le secteur, hem, c'est vrai que c'est une réalité, du travail humanitaire, hem, mais ce n'est pas une obligation d'être Ouais. confronté à ce genre de choses. Donc c'est aussi, voilà, peser, voir un peu les 2 faces entre guillemets de la situation, de c'est possible que ça Mmh. arrive, donc autant s'y prévenir, autant s'informer là-dessus, autant se former aussi à comment on va réagir en effet dans ce cadre-là, plutôt que de se retrouver, devant le fait accompli et d'être, prise au dépourvu. Hem et ça, c'est vrai qu'en soi, dans les formations que j'ai pu faire pendant mes études, avant de partir sur le terrain, moi j'ai fait une formation auprès de l'école Bioforce, qui est basée à Lyon-Vénissieux, et ils nous mettent en situation, en fait, de justement d'une potentielle, prise d'otages ou, de gérer, la mise en place, d'un camp de réfugiés et cetera, avec les des choses réelles qui peuvent se passer en mission. Ils nous les font, voilà, expérimenter, dans le jeu, dans une mise en situation. Donc ça, c'est intéressant et en fait, finalement, si je me remets moi dans cet exercice-là d'il y a maintenant très longtemps, ce qui m'avait aidé à l'époque, c'était, de me concentrer, sur, ma respiration et d'être vraiment, même si voilà, autour de moi, c'était stressant, il y avait des bruits, il y avait des mots, des paroles, des mouvements et cetera qui étaient stressants et le contexte dans lequel on était dans cet exercice était stressant. Moi, ce qui m'a aidé, c'est la respiration et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une des techniques que j'utilise encore beaucoup pour moi aussi personnellement et que je propose encore beaucoup. Hem et cette importance aussi de revenir à l'instant présent et même voilà, après, je n'ai pas vécu Mmh. réellement ce genre de situation, donc je ne peux pas expliquer comment moi j'aurais vécu telle ou telle chose. Mais en tout cas, la recommandation, ça serait d'essayer d'être le plus, présent à soi dans une situation comme celle-ci et d'éviter peut-être les projections sur, tout de suite, ce qui peut potentiellement se passer pour rester, aussi concentré sur comment là, on peut gérer ce qui se passe pour nous et être aussi attentif aux uns et aux autres si on est par exemple, en équipe en fait, dans une prise d'otage ou quelque chose comme ça. Ouais. Et après, bah, ça vient aussi, des différentes règles de sécurité qui sont mis en place par, l'ONG, mais c'est, la plupart du temps, être le plus dans la coopération et la communication aussi, pour éviter justement des moments de débordement d'une certaine façon, qui peuvent, amener à des réactions, inattendues ou, peut-être, incontrôlées, Mmh. d'un côté ou de l'autre, quoi. OK. Donc voilà, mais voilà, là encore, moi n'ayant pas vécu directement ce genre de situation, Oui. et voilà, dans ce sens-là, je pense, être assez chanceuse parce que dans mon entourage, voilà, il y a pu y avoir des histoires Mmh. assez compliquées. Ouais. Bah, oui, effectivement, on ne peut que l'imaginer, en tout cas pour ceux qui Ouais. qui ne sont pas dans le secteur. Merci en tout cas pour cette précision et c'est vrai quand, voilà, on parlait donc beaucoup là des conseils et des ressources pour les personnes qui travaillent dans le secteur, enfin qui sont en l'occurrence sur le terrain, voilà, dans des contextes très différents, selon le lieu d'intervention et le type de mission associée.
Est-ce que tu aurais maintenant des conseils ou des bonnes pratiques pour, éventuellement ceux qui sont plutôt au siège, tu vois? Des RH, des managers, des dirigeants, Mmh. voilà, pour, accompagner leurs équipes, pour, essayer de prévenir tant que possible, hein, ces syndromes de fatigue de compassion, burn-out, stress post-traumatique, même si, on est bien d'accord qu'on peut pas tout empêcher, Mmh. mais, il y a peut-être des éléments que c'est voilà, on peut faire au niveau du travail pour, prévenir en tout cas ces Ouais, situations. effectivement. Oui, au niveau plutôt organisationnel, c'est vrai qu'il y a aussi une marge de responsabilité, d'une ONG, dans ce cadre-là. Pour moi, quand on parle de bien-être et de santé mentale au travail dans ce secteur-là, de l'humanitaire et plus largement de l'associatif ou en tout cas de tous les métiers un peu en lien avec, le social, la solidarité et l'humain d'une certaine façon, il y a une responsabilité individuelle de gestion de ses propres émotions et de comment on agit, comment on se comporte et cetera. Et ensuite, il y a une notion plus collective, en effet, en équipe, qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre quotidien soit plus agréable, soit plus léger d'une certaine façon, en fonction aussi des réalités, du quotidien. Et en termes de responsabilité plus structurelle, organisationnelle, à mon sens, il y a aussi beaucoup à faire dans la mise en place aussi de conditions de travail qui soient plus appropriées et qui soient moins génératrices de stress. Comme je disais tout à l'heure, au niveau des facteurs de stress qui sont très présents, c'est le volume de travail, c'est les horaires, parfois un peu à rallonge, et aussi certains objectifs qui sont parfois trop ambitieux. Donc c'est peut-être aussi à ce niveau-là de refaire pas forcément de chercher à faire moins, mais différemment. Parce que bien souvent, malheureusement, comme je disais, voilà, les besoins aujourd'hui, du monde font que, les ONG, ont malheureusement du travail, et en auront, encore beaucoup. Mais voilà, à mon sens, il y a quelque chose à faire en termes de comment on propose à nos équipes de travailler pour qu'elles fassent bien leur travail et que justement, elles n'aient pas à aller dans des situations où elles sont en burn-out ou en stress très, très aigu et que, du coup, elles vont aller vers un arrêt maladie et puis, éventuellement, une démission et etc. Et donc à ce niveau-là, c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup d'ONG qui mettent à disposition les services d'un psychologue, comme je disais tout à l'heure, en fonction d'une situation que la personne vit, potentiellement traumatisante et cetera. Et ce qui est déjà très bien, je trouve que c'est même, indispensable en fonction des secteurs d'intervention et des lieux des missions, de travail. Et en effet, à mon sens, il y a encore une bonne marge, qui reste à faire en termes de prévention pour éviter finalement d'être dans la réactivité une fois que la personne est en burn-out ou que la personne est en état de stress post-traumatique ou en tout cas qu'elle vit des choses vraiment très compliquées, pour donner finalement des éléments, des outils déjà en amont aux personnes qui sont sur le terrain et aux personnes qui les accompagnent, donc les managers, les ressources humaines, etc., pour savoir aussi accompagner les gens et savoir aussi peut-être repérer potentiellement des situations de souffrance au travail ou de dépression ou de X ou Y troubles qui pourraient faire penser en effet à un malaise. Et dans ce sens-là, ça peut être par exemple, je crois pas qu'on en avait parlé directement quand on a préparé nos échanges, mais ça peut être de se former en fait aux premiers secours en santé mentale. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de plus en plus répandu dans tous les secteurs d'intervention, enfin professionnels. Mais ça peut être aussi une base, en fait, de se dire, en se formant à ces techniques-là de repérage, on est plus à même aussi d'accompagner les gens et de potentiellement leur dire, là, il y a peut-être quelque chose, ou en tout cas d'aller interroger les gens pour savoir comment ils sont en train de se sentir dans leur travail et potentiellement leur proposer voilà, un soutien en dehors ou pas de l'organisation, mais en tout cas de ne pas laisser les gens qu'on observe en souffrance, dans leur souffrance et dans leur solitude face à cette souffrance. Donc voilà. Et puis après, peut-être encore à un autre niveau, c'est de d'oser aussi faire
faire un diagnostic de situation, si on peut dire ça comme ça, sur, bien sûr, la prévention des risques psychosociaux, le bien-être au travail, la santé mentale. Et une fois que ce diagnostic est fait, oser prendre la responsabilité de mettre en place des choses, recommandations et activités ou actions spécifiques, pour faire en sorte que des situations de stress, soient moindres et de limiter les possibles, épuisements et potentiels conflits aussi. Parce que des fois, c'est juste aussi du conflit interrelationnel dans les équipes, parce que trop de stress, parce que trop de charges, de responsabilités, et cetera. Donc voilà, c'est un peu, ça qui me vient. Et mais en tout cas, vraiment d'insister sur le côté préventif qui, à mon sens, aujourd'hui, fait encore un peu défaut dans certaines structures. Et malgré le fait que, voilà, moi, de ce que j'observe, certaines ONG sont en train de se mobiliser là-dessus. Aujourd'hui, font appel à ou mettent en place, en tout cas, des postes de référents qualité de vie au travail, et cetera. Donc c'est quand même une belle avancée. Et à mon sens, il faut que ça aille plus loin et que plus d'organisations puissent le mettre en place. Et à ce niveau-là, ça peut être aussi en lien, bien sûr, avec les ressources financières. Et donc là, je vais aller plus loin dans la responsabilité. Quand je disais c'est au niveau individuel, collectif et structurel, organisationnel, pour moi, ça va aussi au niveau des bailleurs qui soutiennent les organisations, pour que finalement les bailleurs de fonds introduisent aussi finalement un critère de prendre en compte la qualité de vie des équipes sur le terrain et sur les sièges, dans les fonds qu'ils accordent. Ouais. Ok. Bon, en tout cas, c'est très complet. Donc, merci. Merci en tout cas pour ces bonnes pratiques et conseils qui, je l'espère, serviront et donneront des idées à ceux qui nous écoutent. C'est la fin de cette interview. En tout cas, on a bien parlé de plein de sujets ensemble. Donc, je te remercie en tout cas pour ce partage et puis voilà, ce regard que tu portes. Et je suis sûre que ça aide beaucoup de personnes qui nous écoutent en ce moment. Et voilà, je sais pas après si tu souhaites rajouter un mot de la fin, quelque chose que tu n'aurais pas dit, que tu souhaiterais partager maintenant, c'est le moment, sinon. Simplement, te remercier aussi Ouais, de l'occasion de partager, tout ça, plus largement, que j'ai l'occasion de le faire, à mon niveau. Et voilà, c'est des sujets qui me tiennent extrêmement à cœur, donc moi, je pourrais en parler encore, pendant des heures et des heures. Mais voilà, peut-être le mot de la fin, c'est d'oser, si ce dont on a parlé aujourd'hui fait écho, chez les personnes qui écouteront, cette interview, que les personnes osent, parler de ce qu'elles sont en train de vivre ou de ressentir, et de ne pas rester seules, dans une situation, qui est, j'imagine, très inconfortable et très, très douloureuse. Donc voilà. Ouais. Et puis de prendre soin de soi autant qu'on prend soin des autres, c'est important aussi. Très bien, je n'ai rien à rajouter. Merci pour ces mots de la fin. Merci beaucoup Gaëlle, en tout cas, Avec d'avoir pris ce plaisir, temps merci à avec toi. moi aujourd'hui. Et puis à très bientôt. À bientôt. Brise est un podcast accompagné par Zest, qui est soutenu par le Centre Ressources Réhabilitation Psychosociale. Je tiens à remercier chaleureusement Enzo Moscatelli, qui s'est occupé du mixage et de la musique, sans oublier Florian Todorov et Romain Tabonne pour leur contribution à la réalisation de ce podcast.